Renaud Agbodjo, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour à nouveau, voilà. Oui. Alors, Richard Boni-Ourou a été arrêté, il est poursuivi pour des faits de corruption d'agents publics. Vous avez suivi le dossier. En tant qu'homme de droit, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce un acharnement politique ou un acteur politique qui a été pris dans une affaire de droit commun? Merci pour votre question. Effectivement, nous avons suivi cette affaire et nous continuons de la suivre de loin. Même si nous sommes avocats, nous ne sommes pas dans ce dossier. Nous ne sommes pas l'avocat de M. Richard Boni-Ourou. Donc, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les éléments factuels et juridiques du dossier. Ces avocats se sont prononcés. Le jeudi dernier, autour de 3 h du matin, il a été placé sous mandat de dépôt pour des faits de corruption présumés et par le juge des libertés de la détention, ce qui veut dire que c'est une nouvelle étape juridique ou un long parcours judiciaire que cette affaire va connaître avant un procès. Il y aura une enquête approfondie des juges d'instruction de la Criette. Et donc, il faut observer cela avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de réserve. Seulement que... Vous avez suivi le procureur spécial bien avant? Oui, nous avons suivi le procureur spécial. Le vendredi suis passé? Oui, nous avons suivi. Avant lui, le jeudi, il y avait le ministre de l'Intérieur? Oui, justement, cela laisse certains Béninois sur leur faim. Parce que nous avions appris, et le procureur l'a dit, que M. Richard Boni-Ourou a reconnu avoir remis des sommes d'argent à des agents publics dans le cadre du processus d'obtention du récépissé de création de son parti. Et je pense que c'est la question que la plupart des Béninois se posent. C'est une grosse interrogation que cela crée. Est-il nécessaire aujourd'hui de payer de l'argent pour créer un parti politique? C'est là toute la question. Moi, je pense que cela est symptomatique en réalité de l'échec de la réforme, je ne vais pas dire du système partisan, mais de la réforme relative à la création aujourd'hui des partis politiques. Parce que pour que des agents publics en arrivent à solliciter de l'argent pour aider un citoyen qui remplit a priori toutes les conditions pour créer un parti, pour que des citoyens en arrivent à lui faire croire et qu'il accepte que c'est un service qu'ils lui rendent, ou c'est une faveur qu'ils lui font. Parce qu'en réalité, pour que les gens puissent solliciter de l'argent, c'est comme si on vous fait croire que c'est une faveur que l'on vous fait. Et que vous n'êtes pas a priori habilité, ou bien vous ne cochez pas les cases pour pouvoir bénéficier. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que peut-être ces cadres du ministère de l'Intérieur ont vu en Richard Boni-Ourou un philanthrope au regard de ses actions à travers le pays, ils se sont dit, tiens, peut-être il en a plein les poches, allons prendre notre part du gâteau? Est-ce que ce n'est pas ça réellement? Et que peut-être il n'y a aucun lien avec la réforme du système partisan, aucun lien avec le cadre en place? Oui, mais vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on n'a pas voulu profiter de quelqu'un? Oui, mais c'est parce que le procureur a dit. Le procureur spécial a dit que les fonds qui ont été remis sont en rapport avec la création ou l'obtention du récépissé du parti politique Le Libéral. Tout à fait, juridiquement. Voilà, oui, ce sont les déclarations du procureur spécial. Donc, c'est en lien direct avec la création du parti politique Le Libéral. La question que les Béninois se posent, c'est que pourquoi aujourd'hui au Bénin, depuis 2016 ou aujourd'hui, l'on doit payer de l'argent pour créer un parti politique? Les démocrates n'ont pas payé. Est-ce que vous l'avez appris? Les démocrates n'ont pas payé un centime. Et ça a été la croix et la bannière pour que le parti Les Démocrates obtienne en 2020 son récépissé. Les libéraux aussi n'ont pas payé avant d'avoir leur récépissé provisoire. Ah, ils ont payé. Il y a eu plusieurs versements. Avant le récépissé provisoire? Ils ont payé. Il y a eu plusieurs versements. Le procureur spécial l'a dit. Donc, en réalité, c'est comme si la réforme du système partisan, notamment en ce qui concerne la création des partis politiques aujourd'hui, est devenue une sorte de fonds de commerce. Cela peut être compris de la sorte. Ça veut dire que c'est une mauvaise réforme.
Monsieur Agodjo, moi j'aimerais quand même vous demander, vous êtes porte-parole du parti Les Démocrates. Je suis le conseiller. Oui, le conseiller, pardon, juridique. Vous Sinon, avez parlé... le SNC va m'en vouloir. Merci, vous avez parlé tout à l'heure de ce que se demandent les Béninois. Mais quel est le message qu'on peut retenir de l'avis du parti Les Démocrates, par exemple? Que pensent réellement les démocrates de cette situation-là, de la situation de Richard Boni-Woro? Non, ce que pense le parti Les Démocrates, c'est que l'affaire Richard Boni-Woro est symptomatique de ce que la réforme consistant à durcir les conditions de création d'un parti politique est une mauvaise réforme, puisque fait le lit à la corruption. C'est ce que pense le parti Les Démocrates. Et vous ne créez pas que ces allégations-là aient un impact négatif sur la confiance de la population vis-à-vis de nos institutions démocratiques? Forcément. Et cela renforce en fait l'idée qu'aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de ces droits en termes d'exercice de ces droits politiques, il faut avoir les faveurs, je ne dirais pas du prince, mais il faut avoir les faveurs, je vais dire, du régime en place. Si vous n'avez pas ces faveurs-là, vous ne pouvez pas exercer librement et en toute quiétude une activité politique si vous n'y mettez pas de l'argent. Mais Renaud Agbodjo, il y a quand même des citoyens qui nous suivent là, certains Béninois qui ne seront pas d'accord avec vous parce que eux aussi disent qu'ils sont victimes des caprices des agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique lorsqu'ils veulent créer une association et la faire enregistrer, lorsqu'ils veulent créer une organisation non gouvernementale ou même une fondation, que parfois eux aussi on leur demande parfois des choses et que certains disent même que c'est une tradition dans l'administration. Alors est-ce que ce n'est pas que le cadre politique qui est touché? Non, je ne pense pas. Je suis juriste, je suis avocat. Donc nous avons des clients qui créent des associations tous les jours, qui créent des structures, des ONG tous les jours. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 mois, nous avons aidé un client à créer une association. Nous n'avons pas payé un seul centime. Et il y a même... Peut-être qu'ils avaient peur que c'est Renaud Agbodjo de Les Démocrates. Non, je ne crois pas. Ma personne est indifférente à cela. Encore que c'est des collaborateurs que j'avais mis sur le dossier pour faciliter la création de cette association-là. Notre client n'a pas eu à payer un seul centime en dehors de ce que la loi prévoit, c'est-à-dire les timbres, les formalités d'enregistrement. On n'a pas payé au trésor ou à la préfecture, je crois, on n'a pas payé plus que ce que la loi prévoit. Donc, il y a des matières dans lesquelles on ne peut même pas vous demander de payer parce que c'est banal, ça n'a pas un caractère politique. Mais si aujourd'hui, on en vient à prendre avec un citoyen plus de 7 millions de francs CFA, rien que pour les formalités de constitution. Et c'était pas tout? Non, le montant peu importe, mais c'est déjà important. Aujourd'hui, on sait que il y a une certaine paupérisation qui est galopante au Bénin. Les Béninois vivent difficilement, ils ont du mal à joindre les 2 bouts. Le panier de la ménagère... Même le cadre du ministère de l'Intérieur... Le panier de la ménagère... Même le cadre du ministère de l'Intérieur... J'en viens. De ce rang à du mal à joindre les 2 bouts. J'en viens, permettez. Oui. Le panier de la ménagère devient de plus en plus vide. Donc, quand le Béninois lambda qui gagne à peine 50 000 francs le mois ou qui gagne 100 000 francs le mois apprend que pour créer un parti politique, il faut payer 7 millions, mais vous voyez que c'est scandaleux. C'est scandaleux et ça crée une méfiance, ça crée un désamour pour les populations à l'égard des hommes politiques. Et je pense que M. Richard Boni-Woro, il ne faut pas se réjouir de la situation qui lui arrive. Ça, par contre, il ne faut pas se réjouir de la situation qui lui arrive. Pour nous, avocats qui avons pour habitude de défendre des citoyens qui sont, pour certains cas, en détention arbitraire, il ne faut pas se réjouir de la situation qui arrive. C'est le contexte qui a favorisé cela, en fait. Moi, je pense que c'est le contexte qui a favorisé cette affaire qui pèse sur M. Richard Boni-Woro. On lui a fait croire que c'est un service qui lui était rendu et il a mordu à la leçon. Mais on voyait tout le temps Richard Boni-Woro donner des conseils, et éduquer, éveiller les consciences. C'est lui qui se fait prendre dans une affaire de corruption d'agents publics. Est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre, étrange? Ou c'est asymptomatique de nos acteurs politiques?
qui sont friands de critiques, de propos contre les gouvernants actuels, alors que parfois eux-mêmes sont exemples d'exemples. Oui, ça paraît effectivement surprenant à première vue quand on l'entend, mais comme je vous l'ai dit au départ, cette affaire ne fait que commencer. Vous voyez, il y a seulement une semaine à peine, et M. Richard Boni-Woro aura l'occasion de s'exprimer. Mais qui sait, nous n'avons pas été là. Peut-être que M. Richard Boni-Woro a fait l'objet de pression, a fait l'objet de chantage. On ne sait pas encore qu'aujourd'hui, avant qu'il ne soit jugé, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, je pense que c'est encore précoce d'émettre des opinions définitives. Il faut laisser le temps au temps pour que la justice puisse faire son travail et situer les différentes responsabilités. Mais ce qui est constant et que l'opinion retient, c'est qu'aujourd'hui, le contexte politique laisse penser unanimement que pour créer un parti politique, il faut avoir la faveur de l'exécutif. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette faveur-là, on peut leur faire croire qu'ils doivent payer pour obtenir un récépissé. Maître Agodjo, vous, en tant que juriste, selon vous, quelles sont les mesures concrètes qu'il faut prendre ou que votre parti peut prendre, par exemple, ou préconise pour garantir l'octroi d'attestation de partis politiques sans ces situations-là, et pour que cet octroi d'attestation soit dans la plus grande intégrité, en fait. Vous préconisez quoi? Oui, je pense qu'il faut simplifier les conditions de création d'un parti politique. C'est tout. Revenir aux anciennes conditions qui établissaient la création d'un parti politique, ça n'a jamais gêné un Béninois. On pouvait avoir 200 partis, on pouvait avoir 150 partis, on pouvait avoir 5 partis, mais ce sont les Béninois qui sanctionnent dans les urnes. Et les partis qui n'avaient pas l'assentiment, qui n'avaient pas les faveurs des électeurs, disparaissaient par eux-mêmes. Et ça, le bâtonnier Robert Dossou l'a plusieurs fois expliqué. La souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui est le seul arbitre. Le pouvoir exécutif ne peut pas arbitrer en choisissant ceux qui peuvent créer des partis politiques et ceux qui ne doivent pas le faire. Donc, nous avons le sentiment Selon que... le ministre de l'Intérieur, il avait eu quand même son récépissé provisoire sans aucun problème. Mais pourquoi a-t-il dû penser qu'il devait payer avant de l'obtenir? Peut-être c'était une bourde. Peut-être, mais ce sont les faits. C'est justement pour ça qu'il est poursuivi. Lui et évidemment les agents publics. Donc, les faits de corruption, s'ils étaient établis par une décision, vont confirmer ce que nous disons. Alors, on ne va pas beaucoup s'attarder sur ce dossier-là. On va parler du code électoral qui continue de susciter des commentaires au sein de l'opinion. Votre formation politique, notamment les démocrates, tiennent toujours à la modification du code électoral. Dites-nous pourquoi vous y tenez si tant, malgré que le chef de l'État ait affiché quand même sa ferme volonté de ne pas revenir sur cette question-là. Vous savez, après l'échec de la tentative de modification de la Constitution en 2024, les choses se sont accélérées par rapport à ce nouveau code électoral-là. Et ce qui résume bien le fait qu'on a voulu punir le Parti Les Démocrates, sinon le peuple, ce sont les déclarations de M. Augustin Awanvuebla. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Il a dit que pour avoir refusé que la Constitution soit modifiée, eux, ils vont faire en sorte que en 2026, le Parlement y est seulement à 100% des députés de son parti, des députés UPR. C'est ce qu'il a dit. Il ne parlait pas qu'aux démocrates, il parlait aussi au bloc républicain. Oui, mais j'en viens. Oui. Il disait qu'ils vont faire en sorte que en 2026, le Parlement ne soit composé qu'exclusivement de députés UPR. Mais il le disait aussi à l'égard de certains députés BR, parce que justement, des députés BR avaient voté contre le projet de modification de la Constitution. C'est qu'une opinion d'un acteur politique. Non, mais c'est une opinion qui fait le lit et ça a été traduit en acte. Puisque
Ce qu'ils n'ont pas pu obtenir à travers la modification de la Constitution, ils l'ont obtenu à travers la modification du code électoral, en violation de la Constitution. Bon, la Constitution, c'était juste pour inverser l'ordre des élections. Oui, mais justement, c'était ce qui a été présenté. Oui. Si on avait franchi l'étape de la recevabilité de la procédure de modification de la Constitution, mais c'est ce que nous avons obtenu dans le code électoral qui aurait été inséré dans la Constitution. Vous pensez qu'on allait modifier le texte en pleine étude? Oui, je pense que le texte allait été modifié en pleine étude, puisque vous voyez, quand vous lisez le code électoral, notamment la question des 20%, oui. La question des 20%... C'est ça que les démocrates tout le temps oui, disent. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des faits. De façon concrète et probante. Oui, moi Quelles sont les inquiétudes qui sont nourries par les démocrates au niveau D'abord, cette disposition qui établit un taux de 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales est une disposition qui viole la Constitution. Ça, personne ne peut nous convaincre du contraire. En quel article? Je ne sais plus, mais la disposition précise que pour pouvoir bénéficier de l'attribution de sièges au Parlement, au prochain Parlement, la 10e législature, un parti politique doit pouvoir atteindre 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Faisons un petit calcul simple. Quand le texte électoral dit qu'il faut obtenir 20% dans chacune des circonscriptions électorales, ça veut dire qu'au plan national, il faut obtenir combien de pourcents? Ça revient à obtenir combien de pourcents au plan national avant de bénéficier de l'attribution de sièges? On veut dire d'avoir 10% d'abord? Non. 10%, mais est-ce que 10% suffit pour bénéficier de l'attribution au siège? La Constitution dit pour bénéficier de l'attribution au siège, il faut avoir 10% au plan national. Ça, c'est ce que la Constitution dit. Mais le Code électoral dit, pour pouvoir bénéficier de l'attribution au siège, il faut avoir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. La conclusion, c'est quoi? Monsieur Kader, Madame Billy, soyons l'homme politique, c'est celui qui a l'humilité de reconnaître la vérité, même si cette vérité-là le dessert. Quand on dit 20% dans chacune des circonscriptions électorales, ça revient à combien de pourcents au plan national? Ça revient à 20% au plan national pour obtenir l'attribution des sièges. Mais est-ce que la Constitution dit 20% au plan national? Donc, c'est une violation manifeste de la Constitution. Donc, c'est à la limite un coup de force à notre Constitution. Ce n'est même pas la limite, c'est un fait. Mais le dire, ce n'est pas parce qu'on a peur. Mais nous sommes des démocrates, nous sommes des citoyens. Mais c'est parce que vous sentez quand même qu'avec cette loi-là et en tout cas ce mode de fonctionnement, ce système, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir pendant les élections générales de 2026. Mais en 2023, quel est le parti de la mouvance qui a pu obtenir 20% dans chacune des circonscriptions électorales? C'est justement pour cela que, sentant le danger venir, ils se sont rabattus sur l'accord de gouvernance. L'accord de gouvernance est en réalité, je vais dire, un sauf-conduit. Un sauf-conduit pour permettre de tenter d'espérer que si un parti de la mouvance arrive, même s'il n'a pas 20%, ce parti-là, espérant que l'un ait 10%, l'autre 10% ou l'un 8%, l'autre 12%, à travers l'accord de gouvernance, il puisse arriver à 20%. En réalité, ce qu'il faut dire, madame, et c'est cela qui va résumer notre opinion par rapport à cette question sur le code électoral. En fait, le code électoral, tel qu'il est conçu aujourd'hui, est une loi personnalisée, taillée sur mesure, dans le seul but de favoriser le retour à un parlement monocolore, pour qu'on en arrive à une modification constitutionnelle. Ceux qui n'ont pas pu obtenir en 2024, ils pourront l'obtenir en 2026. C'est un pari. Et que comptent faire les démocrates par rapport à cela? C'est d'abord ce que nous faisons en dénonçant ce code électoral qui n'est pas un code électoral qui respecte les critères d'une loi. Parce qu'une loi, d'abord, elle a vocation à être impersonnelle, elle a vocation à être générale, elle a vocation à être impérative. Le code électoral actuel n'est pas un code électoral impersonnel. C'est un code électoral qui a été voté pour régler une situation spécifique, c'est-à-dire
comment faire pour arriver à retourner à un Parlement monocolore en excluant l'opposition du Parlement. C'est-à-dire, le Parti des démocrates, lui seul, doit avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales et le parti BR et UPR, en alliance, eux, ils peuvent avoir 10% chacun dans la circonscription électorale. C'est ça qui caractérise que c'est une loi personnelle et non impersonnelle. Alors, j'ai une question pour vous, Maître Renaud Agbodjo. Le Parti politique Les Démocrates se targue de défendre le peuple, pour ne pas dire les populations. On sait généralement qu'un parti au pouvoir est souvent très en difficulté. Alors, vous avez davantage de soutien à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'avec une mutualisation des efforts, une synergie d'action avec les autres forces de l'opposition, vous ne pouvez pas relever ce défi-là? Oui, déjà, il faut que les autres forces de l'opposition acceptent de se fondre dans le Parti Les Démocrates. Vous avez appris il y a quelques semaines que M. Alain Adiou est parti du parti FCB. Sinon, il a démissionné parce qu'il avait le sentiment qu'il était voué aux hégémonies juste parce qu'il a fait une proposition de rapprochement de son parti avec le Parti Les Démocrates en 2024 lors d'une conférence qu'il y a eu de toute l'opposition qui avait annoncé que le parti FCBE serait prêt à apporter le nombre de parrainages qu'il faut pour pouvoir supporter le Parti Les Démocrates. Donc ça veut dire en réalité que le Parti Les Démocrates, d'ailleurs, nous ne sommes pas étonnés que M. Alain Adiou a été éjecté. Cela confirme les doutes, pas seulement du Parti Les Démocrates. Vous savez, l'éjection de M. Alain Adiou du parti FCBE, c'est la continuité de ce qui a été en 2019, c'est-à-dire le fait qu'on ait des militants, des membres influents à l'époque sous la présidence ou la direction du président Bouniaï en 2019 aient choisi pour des intérêts qui sont propres à eux d'arracher la direction du parti au président Bouniaï et d'en faire ce qu'ils veulent. C'est ce qui a amené justement, avec l'accompagnement d'autres camarades d'autres partis, à la création du parti politique Les Démocrates. Et cela s'est ressenti dans les derniers résultats. Le parti FCBE n'a pas obtenu 5% au plan national. Donc c'est un parti qui est appelé à disparaître. Le parti FCBE va disparaître forcément d'ici quelques mois, après 2026. Et justement, je pense que nous, ça ne nous fait pas peur au niveau du Parti Les Démocrates parce que c'est un problème déjà réglé. Nous pensons que M. Alain Adiou est le bienvenu au Parti Les Démocrates. S'il souhaite venir, s'il est le bienvenu au Parti Les Démocrates, s'il s'inscrit toujours dans l'objectif de travailler à ce que le Bénin retrouve la paix, retrouve une unité, le Bénin se réconcilie avec lui-même et que les institutions de la République retrouvent leur lettre de noblesse. Vous avez ouvert quand même cette petite brèche-là. J'ai une question pour vous par rapport à Alain Adiou. Est-ce que par le passé, il entretenait des relations cordiales avec les démocrates, Alain Adiou? Vous savez, le Parti Les Démocrates n'a jamais entretenu... On lui reproche de souvent mettre sur la toile ou au dehors, si on peut le dire ainsi, des réunions secrètes du parti politique. Est-ce que Alain Adiou discutait avec les démocrates de questions organisationnelles internes à FCBE? C'est une question qu'il faut poser au ministre Alain Adiou. Moi, je ne l'ai jamais appris. C'est vous qui me donnez cette information. C'est une question qu'il faut poser au ministre Alain Adiou. Vous ne le croisez pas souvent au siège du parti, par hasard? Oui, si vous l'avez croisé, certainement que je vous pose une question. Non, M. Alain Adiou est un citoyen. Il n'est pas... S'il y a des choses... Parce que M. Alain Adiou a même dit que les motifs de sa suspension n'ont pas été précisés. On lui a dit qu'il a violé un certain nombre de règles du parti, mais que les motifs de sa suspension n'ont pas été précisés. Donc, je pense que c'est une cuisine interne. Nous n'avons pas à nous immiscer dans ce qui se passe au sein du parti FCBE. Nous nous sommes focus sur les élections générales à venir, mais prioritairement sur comment faire, non seulement pour que le code soit modifié, aussi que nous avons aussi d'autres priorités, notamment la situation des détenus politiques et des exilés.
Voilà, pour que tout Tout à l'heure, vous avez dit que FCBE est appelé à disparaître. Est-ce que c'est pour cela, parce qu'ils ont obtenu 5% lors des élections dernières, ils n'ont pas pu obtenir 5% lors des élections dernières, qui fait que vous ne comptez pas véritablement sur eux pour 2026 pour obtenir 20% dans chacune des circonscriptions électorales? Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. C'est le discours. C'est le discours incompréhensible du parti FCBE qui est un discours qui se réclame être de l'opposition, mais qui fustige, qui attaque le président Boni Yayi. C'est-à-dire quand les responsables du parti FCBE font des déclarations publiques, c'est toujours pour s'attaquer au président Boni Yayi, c'est toujours pour s'attaquer aux dirigeants du parti, les démocrates, alors qu'un parti d'opposition est un parti qui est censé faire en sorte de conquérir le pouvoir d'État et donc de s'en prendre à la politique du régime en place. Le parti Les démocrates n'est pas au pouvoir. Donc on a comme le sentiment que pour le parti FCBE, c'est le parti Les démocrates qui est au pouvoir et que c'est ce parti-là qu'il faut détruire. Cela me pousse à vous demander... Encore que, excusez-moi, en quelques secondes, oui. Vous allez remarquer que ce n'est pas par rapport à la non-obtention des 5% que le parti Les démocrates ne se rapproche pas du parti FCBE. Nous nous sommes rapprochés d'autres partis de l'opposition, le NFN. Nous nous sommes rapprochés du MPL. Nous nous sommes rapprochés du JSR. Mais ces partis-là n'ont pas eu 5% par le passé en 2023. Et pourtant, nous travaillons de concert avec eux. Donc c'est le discours du parti FCBE qui pose problème, qui fait que nous avons le sentiment que c'est un parti qui est beaucoup plus proche du pouvoir que de l'opposition. Est-ce pour cela que, en tout cas, j'aimerais vous savoir, vis-à-vis de ce que vous venez de dire, c'est quoi les réelles relations? C'est vrai, le parti attaque M. Boni Yayi, donc c'est quoi donc les réelles relations entre votre parti et le parti FCBE? Est-ce qu'il y a quand même des échanges, des discussions et tout? Vous avez essayé? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Parce que nous, on n'a aucun problème avec le parti FCBE. Les cadres du parti FCBE ont décidé de partir, ont décidé d'exclure le président Boni Yayi du parti. Oui. Oui, mais... donc, ils ont assumé, ils sont partis aujourd'hui, qu'ils continuent d'assumer, mais qu'ils laissent le président Boni Yayi tranquille. Le président Boni Yayi a déjà fait le deuil du parti FCBE. C'est donc un appel que vous leur lancez? Et non, ce n'est pas un appel, c'est ce que le peuple leur demande. C'est ce que les Béninois leur demandent, de se concentrer sur leur parti, de critiquer, soit. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est... Qu'est-ce que c'est? Si le parti FCBE se réclame de l'opposition, qu'il pose des actes matériels et réels d'un véritable parti de l'opposition. Le parti FCBE a le droit aussi d'être un parti de la mouvance. C'est leur droit le plus absolu. Nous, on ne va jamais s'y opposer. Mais qu'ils l'assument aussi. Donc, il ne faut pas faire dans la manipulation de masse, alors que tout le monde sait aujourd'hui que, déjà même que le président du parti a dit que s'il le faut, ils iront négocier le parrainage avec le chef de l'État pour les élections. Est-ce que vous voyez par exemple peut-être une question de pragmatisme? Bon, c'est possible. Parce qu'ils savent qu'on est en politique, on doit négocier, et que peut-être ils ont besoin de parrainage, ils n'en ont pas, et que ceux qui peuvent le donner sont en face. Oui, mais ce serait un cahier de charge, forcément. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être déjà le cahier de charge qu'ils sont en train d'exécuter. On a dû leur dire que si vous voulez obtenir le parrainage des partis de la mouvance, il faut vous en prendre au parti Les démocrates. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout. Mais que faites-vous de MPL, NFN et JSR pour 2026? Non, vous ne dites pas que faisons-nous des partis MPL, c'est des partis... Oui, parce que l'accord de gouvernance ne peut pas être... Est-ce que c'est possible avec plusieurs formations politiques? Non, justement, ne nous demandez pas qu'est-ce qu'on fait du parti MPL ou GSR. Ce sont des partis avec le parti Les démocrates qui se sont retrouvés au sein du cadre de concertation de l'opposition pour des objectifs précis, notamment en ce qui concerne l'audit du fichier électoral. Ce travail-là est en cours. Donc, au moment venu, ce qu'il y a à faire avec ces partis... Non, il n'y a pas encore eu de débat par rapport au rapport de force? Non, les discussions sont en cours. Faut-il s'attendre à une fusion? Non, permettez-moi de finir. Ces discussions-là sont en cours et je ne peux pas les verser dans le public. Les personnalités autorisées à la tête de ces différents partis-là le feront au bon moment. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une façon ou d'une autre, tous les partis se réclamant réellement de l'opposition et qui travaillent effectivement là, dans ce cadre-là,
seront ensemble pour les élections générales de 2026. Alors, qu'en est-il aujourd'hui alors du processus de désignation du duo de candidats du Parti politique Les Démocrates? Vous en êtes où? Oui, nous sommes sur le bon chemin. Et je voudrais, à la suite des propos tenus par le ministre Alassane Tigri, qui a rassuré l'opinion de ce que le duo candidat, le duo champion, ce sont les termes qu'il a utilisés, ce duo-là sera désigné au moment opportun et cela se fera sans aucun. Il n'est pas encore le moment selon vous? Oui, et le moment c'est le parti lui-même qui a son calendrier et le parti, les démocrates, est le seul maître de son calendrier. Mais le peuple que vous défendez, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps qu'il puisse connaître ceux que vous voulez mandater pour sa gestion durant les 5 prochaines années à partir de 2026? Non, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le pensez. Nous avons des retours qui nous permettent de croire que nous sommes dans le bon timing. Nous sommes dans le bon timing, encore que vous ne connaissez pas un autre duo. Il n'y a pas un duo qui est connu déjà aujourd'hui. Donc, est-ce que l'agenda des démocrates est tributaire de celui de la mouvance? Alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est peut-être le contraire. C'est peut-être l'agenda du parti, c'est peut-être l'agenda des partis de la mouvance, leurs agendas qui sont tributaires de celui du parti Les Démocrates. Ah bon? Puisque au niveau des partis de la mouvance, il y a des noms qui reviennent, mais c'est comme s'ils veulent d'abord savoir qui sera le duo candidat du parti Les Démocrates avant de faire leur choix. Mais nous, dans tous les cas, le duo candidat du parti Les Démocrates, ce sera un duo que nous espérons, un duo du consensus, un duo qui va transcender les clivages, un duo qui va rassembler au-delà même du parti pour, je vais dire, donner l'espoir qu'il faut. Peut-on s'attendre à un duo, un homme, une femme, comme par le passé? Non, la Constitution ne nous l'impose pas. La Constitution n'impose pas un duo homme ou femme. La Constitution n'impose pas le respect du genre. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas un critère sacro-saint qui va présider à la désignation du duo. Donc, ça peut être 2 hommes, ça peut être un homme, une femme, ça peut être 2 femmes, pourquoi pas. Donc, je pense que les débats sont en cours, les consultations se font et voilà. Mais nous abordons ces questions avec beaucoup de sérénité. Et je voudrais rassurer l'opinion au sein du Parti Les Démocrates, il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune tension, il n'y a aucune mésintelligence entre les différentes tendances que l'on pourrait apprendre ça et là au sein du parti. Aucune tension, mais certains disent par exemple qu'il ne pourrait pas avoir de duo de candidats au Parti politique Les Démocrates sans l'approbation de Boni Yayi à 100%. Je ne sais pas qui l'a dit, mais le président Boni Yayi, c'est le président du Parti Les Démocrates. À lui seul, il ne peut pas se substituer aux militants. C'est vrai que sa voix compte. C'est vrai que elle est prépondérante. Oui, elle est forcément prépondérante, mais le président Boni Yayi est un homme de dialogue, est un homme de consensus. Le président Boni Yayi a du vécu, il a de l'expérience. Donc je pense que les militants eux-mêmes vont solliciter que l'union sacrée, parce que vous vous rappelez, il y a quelques mois, la plupart des vice-présidents du parti ont appelé à un rassemblement autour du bloc central. Les militants ont appelé tous les acteurs politiques du parti, les différents responsables à divers niveaux, à se réunir autour du bloc central, c'est-à-dire derrière le président Boni Yayi. Donc, c'est compte tenu de sa sagesse, compte tenu de ce qu'il a incarné ou continue d'incarner pour le Bénin, l'homme de dialogue, l'homme de paix, l'homme, je vais dire, d'espoir, qui a un amour particulier pour les Béninois, parce que pour ce qui est de l'émergence sociale, le président Boni Yayi n'a plus rien à démontrer. Donc, les gens pensent que le président Boni Yayi, forcément, il faut que ce processus qui va aboutir à la désignation du duo candidat se fasse sous son leadership, ce qui est normal. Patrice Talon a dit dans Jeune Afrique qu'il se pourrait qu'il soutienne le même candidat que Boni Yayi. Qu'est-ce que l'ancien président Boni Yayi en pense, pour vous, qui êtes très proche de ce patriarche? Nous avons été surpris, hein? Moi personnellement, parce qu'avant que le chef de l'État ne le dise, je ne l'avais jamais soupçonné, je ne l'avais jamais entendu dans un couloir, ni le président Boni Yayi ne m'en a jamais parlé. Donc,
nous avons été tous surpris. Je pense, même si le président Boni Yayi n'en a pas discuté avec moi après que nous l'ayons entendu, je pense que lui aussi, il a dû être surpris. Mais j'ai bien, je ne dirais pas j'ai bien peur, mais j'ai le sentiment que c'était un effet d'annonce. Parce que ça n'a pas été suivi d'effet. Je l'ai dit à un autre de vos confrères que depuis que le chef de l'État l'a dit, cela n'a pas été suivi d'effet. C'était comme si il le disait en envoyant un message beaucoup plus à ses formations politiques qu'au parti Les Démocrates. Peut-être pour susciter une crainte au sein des siens qu'une réelle volonté de s'entendre avec le président Boni Yayi sur un duo candidat. C'est ce que, après réflexion personnelle, j'ai pensé. Mais lorsque l'on sait que Patrice Talon est un homme politique atypique, il ne dit rien au hasard très souvent. Est-ce qu'on doit prendre à la légère une telle déclaration? Non, pas du tout. Ça aussi, je l'ai reconnu. Je l'ai dit à M. Abaka Takou quand il m'avait reçu. Je dis, il ne faut jamais prendre à la légère ce que le président de la République, Patrice Talon, dit. Parce qu'il l'a dit à ce Jeune Afrique, qui est quand même une presse internationale. Donc, il a pesé, il a sous-pesé. Il peut l'avoir, il a pensé certainement. Donc, mais le choix du duo candidat du Parti Les Démocrates ne sera pas tributaire du choix du président de la République. Donc, le choix du duo candidat du Parti Les Démocrates, ce sera un choix du Parti Les Démocrates. Ce ne sera pas un choix du président de la République. Et s'il décidait de vous soutenir? S'il décidait de nous soutenir... De soutenir ce duo-là? Non, on ne peut pas. Moi, je ne veux pas me lancer dans... Je ne veux pas... il serait trop simpliste. D'abord, est-ce que vous y croyez? Permettez-moi. Il serait trop simpliste d'épiloguer sur ce qui n'est pas encore matériel, ce qui n'est pas encore matérialisé. Donc, moi, je pense que l'homme politique, et surtout juriste que je suis, ne peut se prononcer que sur ce qui est factuel. Je ne souhaite pas me prononcer sur ce qui ne l'est pas. Vous ne souhaitez pas vous prononcer sur ce qui ne l'est pas, mais ce serait quand même un point positif que Patrice Talon décide de soutenir le duo de Les Démocrates. Ce serait spectaculaire, mais très positif. Non, pourquoi positif? Peut-être que si le président de la République décide de soutenir le parti Les Démocrates... C'est qu'il veut que les démocrates le remplacent. Non, non pas forcément, c'est le peuple qui va décider justement. Si le président à supposer que si le président de la République demande à soutenir le candidat des démocrates, ce soit fait contre les intérêts du peuple. On aura à ces élections-là 2 anciens chefs d'État, Patrice Talon sortant et Boni Yayi, qui ont tous deux un capital politique qui est très très impressionnant. Oui, je l'ai dit, je l'ai reconnu. Vous ne direz pas, Renaud Agbodjo, que si les deux là se mettent ensemble pour une élection, qu'ils puissent avoir à l'heure actuelle, au regard des enjeux actuels, quelqu'un qui puisse les battre. Lorsqu'on sait que c'est les deux qui ont toujours rythmé les différentes échéances électorales de 2016 à ce jour. Oui. Par des duels, par procuration, si on peut le dire ici. Vous savez justement, il ne faut pas anticiper sur ce que peut être des résultats d'une élection. Parce que le peuple béninois est assez mature aujourd'hui. Le peuple béninois est assez mature. Donc il ne faut pas penser que parce que le président Boni Yayi et le président Patrice Talon peuvent, ou la possibilité qu'ils s'entendent, que cela suffit pour que leur candidat soit élu. Encore que je vous l'ai dit, je ne peux pas me prononcer sur une chose qui n'est pas encore réelle. Donc, wait and see. Non, je ne dirais même pas wait and see. Moi, je le redis, je pense que ce qu'a déclaré le président Patrice Talon, ce n'est pas une adresse au Parti Les Démocrates. Je ne crois pas. Après réflexion, ce n'est pas une adresse au Parti Les Démocrates. Donc, il y a une mise en garde vis-à-vis de ces soutiens. Oui, pour leur dire, en réalité, si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, je suis capable d'aller m'entendre avec mon adversaire politique de premier plan. Et vous savez très bien que si je m'entends avec lui, vous ne comptez plus. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Parti Les Démocrates est structuré et a des ambitions, est prêt pour exercer le pouvoir d'État parce qu'il y a en son sein des hommes de qualité, mais rien ne se fera dans la compromission. On va parler également de menaces djihadistes, mais avant, j'aimerais vous demander comment se porte Rekia Madougou. Madame Rekia Madougou, je ne sais pas si je peux le dire. Je ne sais pas si je peux le dire, mais Madame Rekia Madougou, si a priori,
je ne sais pas si je dois le dire, mais Mme Rekat Madougou, aujourd'hui, on peut considérer que Mme Rekat Madougou, physiquement, ne se porte pas bien. Elle est malade? Oui, Mme Rekat Madougou est malade. Elle est malade, elle a des problèmes de vue. Elle n'a toujours pas d'accès aux soins? Elle n'a pas d'accès à des soins de qualité. Et elle a fait plusieurs demandes, des expertises qui lui ont été refusées. Aujourd'hui, Mme Rekat Madougou, du fait de la détention arbitraire, a développé des pathologies chroniques. Je ne vais pas donner les détails de ces pathologies, cela relève du secret médical, mais Mme Rekat Madougou a développé des pathologies qui font qu'aujourd'hui, je réitère à l'endroit du chef de l'État qu'il transcende ses ressentiments à l'égard d'un opposant politique. Qu'il fasse en sorte que la fin de son mandat se fasse dans une certaine allégresse. Parce que le chef de l'État a dit qu'il part. Il a dit aux diplomates, il a dit au chef d'État, il a dit à l'ensemble de l'opinion, il a dit à la représentation nationale qu'il partait. Mais est-ce que son départ doit se faire au prix de la maladie ou au prix, je vais dire, de la vie de Mme Rekat Madougou? Donc vous voulez éviter à régler cette situation avant son départ? Ça va l'anoblir. Je pense que ça va anoblir le chef de l'État s'il le faisait avant de partir. On se sent très peiné, on ne va pas beaucoup traîner sur cette question, mais j'ai une autre question quand même par rapport à 2026 au niveau de les démocrates. Quels sont les noms qui circulent au sein de notre formation politique par rapport à cette élection? Renaud Agbodjo, est-ce que vous êtes candidat à la candidature aussi, par exemple? Ah, ben là, vous m'envoyez un coup de massue. Hein. Je ne sais pas qui on vous a dit que je suis candidat à la candidature. Moi, je suis à la disposition du parti Les Démocrates. Et puis, pour faire plus sérieux, ce serait indécent de ma part de parler de ma personne lorsque notre candidate aux dernières élections présidentielles est victime de 4 ans de détention arbitraire et développe des pathologies chroniques aujourd'hui. Ce serait très indécent de ma part de parler de moi, de mon avenir au sein du parti. Je suis à la disposition du parti pour donner de ma petite expérience, pour régler les difficultés juridiques, pour conseiller, pour anticiper, pour faire en sorte que le parti, les démocrates, puissent jouir de ses droits qui lui sont reconnus par les textes de la République que par les instruments juridiques internationaux. Donc, je pense que la question n'est pas de savoir, ce n'est pas un problème de personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Béninois ont dépassé... Non, envie de savoir quel nom qui circule. Est-ce Nourino Achade, Renaud Agbodjo? Vous êtes un journaliste. Vous êtes un journaliste et je pense que vous avez vos canaux de renseignement qui vous permettent de savoir quels sont les noms qui circulent. Moi, je ne viendrai pas ici faire une litanie de noms qui circulent au risque d'oublier certains noms, mais je souhaite que vous soyez rassurés que au niveau du parti Les Démocrates, nous avons certainement et nous avons effectivement des noms qui circulent et dans ces noms-là, nous avons des hommes d'expérience, nous avons des femmes d'expérience, nous avons des hommes en qui le peuple pourra faire confiance si le parti finissait par les choisir comme le duo. Et quelle sera l'offre politique? L'offre politique en lui-même, le parti Les Démocrates va le décliner lorsque le duo sera investi. Je le disais tantôt, on va parler également de menaces djihadistes et d'attaques terroristes envers l'armée béninoise. Quelle stratégie prioritaire le parti Les Démocrates préconise quand même pour mieux renforcer la sécurité de nos frontières nord et protéger nos forces de défense face aux menaces terroristes? D'abord, je voudrais m'incliner devant la mémoire de la centaine de nos soldats que nous avons perdus au front. Centaine ou 54? Non, le 17 avril, nous en avons perdu au moins 54. En janvier, nous en avons perdu au moins 35. Donc, nous sommes déjà à 89. Mais avant ça, nous en avons perdu aussi plusieurs. Donc, on est au-delà du chiffre de 100 aujourd'hui. Donc, c'est une question
qu'il faut apprécier, qu'il faut traiter avec beaucoup de gravité et beaucoup de responsabilité. Donc, je m'incline déjà sur la dépouille de nos soldats qui ont laissé des familles, qui ont laissé des enfants. Quel sera leur avenir? Quel sera leur sort? Je pense que l'État a l'obligation de faire en sorte que ces familles-là... Les dispositions sont prises. Voilà, et je l'espère bien. Et c'est tant mieux. Mais ce qui est mon inquiétude, c'est quelle est la riposte que l'État doit apporter à la menace terroriste. Parce que c'est comme si le Jenin, c'est-à-dire le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam, prend de la confiance. Et cela n'est pas bon pour le moral de nos troupes. Mais figurez-vous, et c'est un secret de Polichinelle, c'est que d'abord, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, quelquefois le Togo, il y a des incursions aussi sur le territoire togolais, sont les pays qui sont le plus, et le Bénin de plus en plus, sont les pays qui sont le plus frappés par le groupe terroriste Jenin qui est affilié à Al-Qaïda. Mais je pense que la question de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel ne peut pas être traitée isolément par chaque pays. Ne doit pas être traitée isolément par chaque pays. D'où est partie la mésentente ou la crise entre le Bénin et le Niger? La crise entre le Bénin et le Niger est née d'une décision de la CEDEAO que le Bénin s'est empressé d'exécuter en fermant sa frontière. C'est passé depuis, Maître non, mais justement, mais aujourd'hui, nous traînons encore les conséquences de cette fermeture. Si la fermeture... Non, j'en viens, soyez, je vous rassure, ne vous en faites pas. C'est-à-dire quoi? Moi, je voudrais que le gouvernement béninois fasse en sorte que la CEDEAO s'en mêle, en fait. Il faut que la CEDEAO se mêle de la situation, de la crise et des attaques terroristes. Le Bénin, à lui seul, ne pourra pas mettre fin à la menace djihadiste dans le Sahel. Vous savez, qu'est-ce qui a fait le lit? Qu'est-ce qui a fait le lit aux coups d'État qui sont arrivés en Guinée, Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina et même au Niger? C'est parce que la CEDEAO ne dit rien lorsqu'il y a des coups de force constitutionnels, lorsqu'il y a des atteintes aux libertés, lorsque des opposants sont arbitrairement arrêtés ou détenus, la CEDEAO ne dit rien. La CEDEAO, c'est vrai, il y a la question de la souveraineté qui fait que la CEDEAO ne peut pas se substituer aux institutions politiques internes. Mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, c'est le silence coupable de la CEDEAO sur les questions de démocratie à l'interne qui ont fait le lit au coup de force et à la naissance aujourd'hui de l'AES. Donc, je pense que la CEDEAO, avec la situation de l'aggravation des attaques terroristes dans le Sahel, et aujourd'hui le Bénin en paye le fort prix, je pense que la CEDEAO doit pouvoir profiter de cela pour s'investir davantage, pour qu'il y ait une réponse régionale globale contre la menace terroriste. Vous préconisez une assise? Je préconise que le Bénin demande la convocation d'une session extraordinaire de la CEDEAO, d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, pour que des résolutions fortes soient prises, pour que, pourquoi pas, on a parlé d'une force en attente qui était prête à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, mais on peut transformer cette force en attente pour rétablir la sécurité aux frontières du Bénin, contre la menace djihadiste, aux frontières du Niger, contre la menace djihadiste, aux frontières du Burkina Faso et du Mali, contre la menace djihadiste. Ce sera l'occasion ultime pour la CEDEAO de prouver sa bonne foi et de tendre véritablement la main et d'espérer le retour de l'AES au sein de la CEDEAO. Donc, il y a des questions qui préoccupent beaucoup plus les populations de la CEDEAO et qui aujourd'hui sont massacrées. Donc, la CEDEAO a pour moi tout intérêt à faire en sorte que elle crée les conditions pour qu'il y ait une force régionale aidée forcément par des armées qui sont beaucoup plus outillées, pourquoi pas l'armée tchadienne à nos côtés, pour que la menace djihadiste dans le Sahel soit définitivement éradiquée. Éradiquée. Vous permettez, oui, pourquoi pas l'armée tchadienne et pourquoi pas l'AES? Non, je dis l'armée tchadienne
en soutien de l'AES et de l'armée des différents pays membres de la CEDEAO, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Le premier ministre sénégalais était au Burkina, je crois, non, au Mali, je ne sais plus. Il était au Burkina, oui, il était au Burkina il y a quelques jours et a dit clairement que le Sénégal était prêt à collaborer pour aider le Burkina, les États de l'AES à éradiquer la menace djihadiste. Donc je pense que les autres pays de la CEDEAO doivent suivre l'exemple du Sénégal et apporter une réponse globale et régionale pour éradiquer la menace djihadiste.